continuer avec l'intervention d'une professionnelle du milieu, Madame Hélène Évrard, qui est directrice principale des services du greffe ici au tribunal judiciaire d'Avignon. Bonjour à tous. Donc, je suis directrice de l'AD du tribunal judiciaire d'Amiens. Donc, pour vous resituer un petit peu, le tribunal judiciaire, c'est un tribunal de groupe 2. Donc, en France, il y a 4 groupes de tribunaux. Donc, sur Amiens, nous avons, depuis la réforme de fusion des juridictions de première instance du 1er janvier 2020, nous avons accueilli, nous avons donc fusionné le tribunal d'instance avec le tribunal de grande instance, qui s'appelle maintenant donc, le tribunal judiciaire, qui regroupe à peu près 137 fonctionnaires, 39 magistrats du siège et 14 magistrats du parquet. S'ajoute à ça 2 tribunaux de proximité, un sur Péronne et un sur Abbeville, qui sont dans des dimensions plus petites. Abbeville comprend à peu près 9 fonctionnaires et Péronne 5 fonctionnaires. Donc juste pour vous resituer un petit peu l'organisation judiciaire actuelle. Donc je vais peut-être faire un peu de redite parce que je devais intervenir avant vous et donc on m'a demandé d'intervenir sur la pratique des archives en juridiction. Donc je voulais juste vous rappeler le Code de l'organisation judiciaire dans son article R 123-5 qui dispose que le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire sous le contrôle des chefs de juridiction des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et à la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. L'établissement et la délivrance des reproductions de toutes pièces conservées dans le service de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe. Donc c'est pour vous dire que la fonction de directeur de greffe est principale au niveau, et ce que Élise mettait dans le résumé de mon intervention, on a une responsabilité en termes de conservation d'archives en juridiction. Et donc, qu'est-ce que produit un tribunal au niveau des archives? Donc, il y a différents types de documents et différents types d'archives. Donc, tout au long de sa vie, un service va produire des documents. Donc, dès leur création par les services producteurs et jusqu'à preuve du contraire, les documents sont considérés comme des archives courantes. Et en général, elles sont gardées dans les bureaux des différents services de greffe. Donc c'est la création d'un dossier, donc que ce soit en matière civile ou en matière pénale d'ailleurs. Voilà, le greffe va enregistrer le dossier, constituer une cote, le garder dans son bureau. C'est ce qu'on va appeler du coup les archives courantes. Jusqu'à temps que ce dossier évolue, qu'il y ait une audience et puis qu'on puisse prendre une décision sur ce dossier. Donc, ce qui définit le terme d'archives courantes, c'est le code du patrimoine. Donc, on jongle un petit peu avec les 2 dispositions, à la fois le code d'organisation judiciaire, qui est plus notre code en justice, et le code du patrimoine, puisque l'article R 212-10 dit que sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus. Donc, le passage au statut d'archive intermédiaire se fait lorsque l'affaire est traitée et donc elle est terminée et qu'il n'y aura plus d'ajout prévisible ou de modification au registre. Les archives intermédiaires doivent être conservées pendant tout le temps où elles peuvent avoir une utilité et c'est là où il y a une redite par rapport à mes prédécesseurs, c'est ce qu'on appelle du coup la durée d'utilité administrative et c'est ça qui régit en fait nos opérations de destruction ou de conservation ensuite des archives. Au moment du versement des archives, une fois qu'elles sont définitives, donc sont considérés comme archives définitives les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies aux articles R 212-13 et R 212-14 et qui ont à conserver sans limitation de durée, donc ça c'est le code du patrimoine qui en dispose. Au moment du versement, effectivement, la responsabilité de conservation est transférée. Donc là, il y a 2 cultures qui s'opposent au niveau de la constitution des archives en juridiction, puisqu'on n'a pas de fonctionnaires archivistes,
Et donc, lors des discussions qu'on a avec les archives départementales au moment des versements, au moment des rencontres qu'on a sur nos différentes constitutions d'archives, il y a deux cultures qui s'opposent, puisque de fait, le greffier qui va constituer sa boîte d'archives, lui, il va prendre son dossier tel quel, avec toutes ses agrafes, les conclusions des avocats agrafées, parfois un peu de plastique, et va constituer sa boîte d'archives qui sont plus ou moins bien remplies. D'ailleurs, des fois des boîtes un peu vides, des boîtes de 15 cm, de 10 cm, hein, bon, tout un casse-tête après, au moment où on doit avoir la discussion avec les archives départementales. Alors sur la destruction, ça pose moins de difficultés, excepté peut-être l'aspect écologique de mettre des agrafes et du plastique avec du papier, mais c'est surtout sur le moment du versement où là, on se rend compte qu'on a deux façons de concevoir les archives. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a fait très peu de versements au niveau des tribunaux. Pour deux raisons. Il y a un moment où les archives départementales n'étaient plus en capacité de recevoir nos archives de versement. Et on a du coup dû construire un centre de préarchivage sur camion qui s'est mis en place au moment de la carte judiciaire, donc dans les années 2008, puisqu'on a accueilli des tribunaux, il y a des tribunaux Montdidier, Doulan, les TGI d'Abbeville et Péronne ont été fusionnés avec Amiens. Et du coup, l'accueil de tous ces tribunaux a fait que s'est posée la question des archives. Donc, dans le cadre du déménagement, on a essayé de détruire le maximum des archives qu'on pouvait détruire pour avoir moins de charges de déménagement et moins de stockage à faire sur Amiens. Mais bon, très vite, on s'est rendu compte que l'absorption de ces dossiers n'était pas possible au palais historique. Et donc il y a eu ce projet de construction du centre de préarchivage, ce qui a fait que pendant longtemps, et je pense qu'on va commencer tout juste dans les années à venir des nouveaux versements, mais pendant longtemps on n'a pas fait de bordereau de versement de nos archives. On a juste fait les opérations de destruction qui sont indispensables pour qu'on puisse avoir réglé les problématiques de stockage. Et donc tout ça pour dire qu'au niveau du palais historique, j'ai mon collègue qui est en charge de la logistique avec moi et qui m'a fait un petit relevé et qui me disait que sur toutes les caves du palais, on a à peu près 35 km d'archives qui, voilà, elles étaient en matière civile, en matière pénale, et un petit peu également sur l'organisation de la juridiction, sur tout ce qui sont les stats budgétaires, les circulaires. Bon. Donc, pour vous dire qu'il y a une question qui est prégnante du stockage en juridiction et de la manière dont est constitué ce stockage, parce qu'on en discutait pendant la pause, on a aussi, le palais historique fait que les conditions de stockage ne sont certes pas idéales pour le papier, avec de l'humidité, avec des caves qui parfois connaissent des dégâts des eaux, et du coup, voilà, toutes ces questions-là nécessitent qu'on se rencontre régulièrement avec les archives départementales. Et sur la question de stockage, on organise en général au moins une fois par an, voire 2 fois par an, de vastes opérations d'élimination après avoir obtenu, bien évidemment, le visa des archives départementales. Bon, il y a beaucoup de dossiers de procédure qui sont éliminés au bout de 5 ans, au moment de la fin du dossier. Donc c'est ce qui nous permet vraiment de renouveler le stockage au niveau des archives. Et donc 1 à 2 fois par an, bon là le Covid ne nous a pas vraiment aidés, mais on organise une grosse opération où bon, voilà, faut pas trop passer au palais à ce moment-là parce que vous allez voir des chaînes humaines balancer des boîtes dans des bennes qui ont été louées pour l'occasion, tout ça dans le respect de la confidentialité évidemment et de toutes les règles pour la destruction de manière confidentielle de ces procédures, mais bon, voilà, en fait, je pense qu'en juridiction, et la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'archiviste et on n'a pas de poste dédié à ces questions de constitution des archives. Donc c'est chaque service qui produit ces archives et qui les constitue, de manière avec plus ou moins d'attention, parce que ce n'est pas le cœur de métier d'un greffier de constituer son archive, même si on essaye, nous, vraiment de travailler sur la question et de responsabiliser les services pour qu'ils soient... Enfin, moi, je ne souhaite pas que ce soit une mission
enfin, tant qu'on n'a pas de personnel pour ça, mais en tout cas, je ne souhaite pas que ce soit une mission qui soit complètement externalisée parce que je trouve que c'est toujours mieux que ce soit le service producteur qui gère son archive. Ça permet qu'elle soit un peu mieux tenue parce qu'il sait aussi que c'est lui qui va devoir aller rechercher une décision, un dossier à un moment donné pour satisfaire une demande injusticiable. Et du coup, mieux c'est rangé, plus sa tâche sera aisée. Donc, mais c'est vrai que ça serait peut-être, comme il y a un représentant de l'administration centrale, ça serait peut-être à travailler en juridiction. C'est question d'avoir vraiment une personne dédiée à la constitution et à la gestion d'archives en juridiction, parce que c'est vrai que c'est une question qui est essentielle pour après pouvoir avoir accès à l'histoire. Mais concrètement, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait en plus de nos tâches habituelles, avec la responsabilité qui est la mienne, fixée par le COJ. Mais bon, voilà, ça serait évidemment mieux fait si on pouvait consacrer un temps complet à la question. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Je voulais juste vous faire un petit exemple de réformes qui sont parfois une source d'oxygène pour les juridictions. Et vous aviez parlé du logiciel PACTI pour la gestion des PACS. Et c'est vrai qu'en 2017, on a eu un transfert des PACS en mairie, donc une compétence qui était avant au tribunal d'instance et qui a été transférée en mairie. Et dans le cadre de cette réforme, a été prévu, c'était assez rare pour que ce soit souligné, que les archives de la juridiction partaient en mairie. Donc on a eu des moyens pour faire les opérations de déménagement, etc. Mais en tout cas, ça nous a libéré énormément de place avec le transfert de ce contentieux, enfin, qui n'est pas vraiment un contentieux, mais on enregistrait les PACS, donc on constituait effectivement des dossiers d'enregistrement qu'on conservait, et puis on gardait aussi les traces des dissolutions de PACS. Donc tout ça est parti en mairie au moment du transfert, et on a effectivement aussi transféré nos registres sur PACTI. Et récemment encore, on nous a redemandé de refaire des extractions sur ce logiciel. Donc moi, je suis l'ancienne directrice du tribunal d'instance, donc ça tombait bien, j'avais encore tous mes codes et on a pu refaire les extractions. Mais du coup, je sais que l'administration centrale travaille sur le sujet, puisqu'on nous a redemandé cette année, fin 2021, de refaire des extractions sur le logiciel PACTI. Donc c'était juste pour vous expliquer un petit peu notre quotidien. Alors sur les évolutions induites par les numériques, qui était ma conclusion, effectivement le tribunal d'Amiens est pilote sur le projet de procédure pénale numérique, ce qu'on appelle PPN, c'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus avec des dossiers nativement numériques, puisque 80% des dossiers entrants en matière pénale sont dorénavant de manière numérique. Et le fait que le tribunal soit pilote sur ce projet-là fait qu'on a également des dossiers papier qu'on a numérisés et qui sont inclus de manière numérique. Alors, juste, je voulais faire une petite conclusion là-dessus en disant que les textes de responsabilité des directeurs de greffe n'ont pas évolué, en fait, sur l'archivage électronique. Et du coup, j'étais très intéressée par votre intervention parce que le projet, en tout cas, de ce qui nous a été présenté sur l'archivage, sur la procédure pénale numérique, c'est qu'au bout de 8 ans, nos procédures basculeraient sur un serveur national. Donc, tout ce qui est actuellement, c'est, voilà, on conserve en juridiction 30 ans de procédure, enfin, ça dépend un petit peu des instructions qu'on nous donne. Mais là, en fait, on aurait, donc c'est ce qu'on appelle PROJAE, c'est le programme pour la justice d'archivage électronique, qui prévoit qu'au bout de 8 ans, en fait, l'archivage des dossiers sera basculé sur une plateforme nationale. Donc nous, on avait fait remonter en tant que site pilote peut-être les difficultés que ça pouvait poser sur les textes de responsabilité du directeur de greffe. Parce que c'est vrai qu'on a beau avoir un centre de pré-archivage, il y a effectivement des procédures papier qui partent aujourd'hui dans un centre de pré-archivage, et sur lequel on a encore la main, et on sait de quelle manière sont stockées nos procédures, et on sait, on y va régulièrement, et ça paraît normal qu'on en ait la responsabilité, parce qu'on a un visuel sur ce qui se passe dans ce centre de pré-archivage. En revanche, sur le numérique et sur ce transfert de procédures sur une plateforme nationale, moi, en tant que directrice de greffe, je me sens un peu dépossédée,
de ces dossiers au bout de 8 ans, alors que le texte me dit que je suis encore responsable du traitement de ces archives pendant la durée d'utilité administrative de ces archives, qui sont bien au-delà parfois de 8 ans. Donc c'est une question qui n'est pas réglée, hein, mais qui devrait être, à mon sens, traitée. Alors la difficulté chez nous, c'est que pour le secrétariat général, il y a la direction des services judiciaires, que les textes sont faits, la responsabilité du directeur de greffe est traitée par la direction des services judiciaires, et tout le projet PPL et le projet archivage électronique est traité par le secrétariat général. Donc ça suppose aussi que les directions discutent. Bon, on sait que c'est un sujet qui est compliqué. En tout cas, nous, on a fait remonter des rapports là-dessus depuis maintenant 2 ans. Mais c'est une question, voilà, d'évolution des textes et de savoir si on reste responsable de ces archives numériques à partir du moment où elles seront sur un serveur national sur lequel on n'a aucunement la main. Et puis après, la question aussi de savoir comment se fait ce transfert. Donc on imagine qu'il va y avoir une arborescence dans NPP. Donc là, aujourd'hui, on a une arborescence. NPP est notre logiciel de traitement de tout ce qui arrive en fait de manière numérique, nativement numérique. Donc de l'origine de la procédure jusqu'à la fin. Donc on est en train de développer la signature électronique. Donc c'est un vaste sujet. Ça demande, à partir du moment où on développe la signature électronique, on développe également les questions de minutie électronique et ces questions d'archivage. Parce qu'à mon sens, même si ça se fait dans 8 ans, il faut qu'à partir du moment où on commence, et d'ailleurs on commence à le faire de manière expérimentale, à partir du moment où on commence à signer électroniquement des jugements, il faut qu'on puisse avoir un système de minutage de ces jugements électroniques et tout de suite avoir une arborescence d'archivage et de savoir exactement ce qui va devenir de ces procédures. Alors, il y a des collègues qui me disent « oui, mais là, vous vous projetez dans 8 ans ». Oui, mais c'est important au moment de la constitution de cette minute de savoir ce qui va en venir derrière. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Je ne vais pas être très longue. Si vous avez des questions, c'est pas l'exercice. Oui, on va poser des questions. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur le PACS. Vous avez dit c'est super parce qu'on nous a enlevé un peu de poids. On nous a un peu délesté. Du coup, je me suis dit, alors, donc en fait, tout ce qui est parti en mairie, ça veut dire que ça va suivre une autre chaîne d'archivage et que ça va aller aux archives communales, et puis, du coup, il y en a une autre partie qui va aller. Et du coup, là, tout d'un coup, ça a fait tic dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, de toute façon, tout est dispersé façon puzzle, là. Non, alors, déjà, les dossiers, alors, ce qu'on a transféré sont les dossiers de moins de 5 ans. Alors, je suis content que ça ait soulagé sur place parce que ça a été une petite bataille en centrale et du coup ça c'est quelque chose, en fait moi j'étais le représentant des archives au groupe de travail où on négociait notamment avec l'association des maires de France. Voilà. Donc on a fait valoir que, ce qui est une règle trop peu appliquée, que des archives qui sont sous durée d'utilité administrative, quand il y a transfert de compétences, doivent être transférées avec la compétence. Mais c'est vrai que c'est souvent difficile à faire admettre, l'administration qui reçoit n'étant pas forcément très consciente des questions d'utilité administrative et donc ayant surtout volonté de ne pas se récupérer des masses d'archives. Ceci étant dit, en fait, au-delà, les dossiers sont détruits, ils ont vocation à être détruits. Donc de toute façon, là, il n'y aura pas de dispersion. En fait, il fallait qu'il y ait un transfert parce qu'on gérait encore les dissolutions voilà. de PACS. Et donc, pour gérer la dissolution de PACS, il fallait que la mairie puisse avoir le dossier. Ça se gère pendant un certain temps, donc c'était effectivement 5 ans à compter de la dissolution. Enfin, c'était les dissolutions de PACS et les possibles contentieux sur la dissolution de PACS, donc 5 ans à compter de la dissolution de PACS, qui ont été versés. Et par contre, effectivement, alors oui, mais ça, c'est malheureusement l'histoire administrative. Hein. Oui, avant 2017, si on veut chercher un PACS, il faudra aller suivre la voie de l'applicatif dont j'ai parlé, qui garde trace. Hein. On détruit les dossiers, mais on a l'applicatif qui ne permet pas de garder trace de tous les PACS passés en France. Alors qu'effectivement, après, oui, il faudra se tourner vers, grosso modo, l'état civil, même si ce n'est pas tout à fait un acte d'état civil. En fait, là, il y a eu un transfert, donc pour Amiens, il y a eu un transfert de tous nos dossiers à la mairie d'Amiens. Et depuis 2017, en fait, chaque mairie est compétente pour gérer les enregistrements de PACS. Donc, c'est un peu différent. J'imagine que depuis 2010, enfin c'était fin 2017, c'était 1er novembre, je crois à peu près de mémoire, mais oui. Du coup, depuis fin 2017, chaque mairie a ses propres archives.
Oui. constitue Oui, cette parce qu'effectivement, petite différence, mais ce qui était aussi une raison pragmatique, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est qu'en plus, on n'a pas redispatché les PAX à toutes les mairies responsables, ça aurait été impossible. Donc en fait, il avait été décidé, ce qui a aussi pas forcément plu aux mairies, parce qu'en fait, les mairies, chaque tribunal d'instance a donné à la mairie qui était en face de lui, entre guillemets. Mais du coup, avait en fait des PAX pour des résidents sur tout le territoire du tribunal d'instance, donc ce qui n'est pas le territoire de la commune. Ce qui a parfois été difficile à faire accepter, mais malheureusement, il était clair que sinon, il aurait fallu réouvrir toutes les boîtes et commencer à faire des tas par commune, ce qui pouvait juste aller. Mais ça montre pour le chercheur la difficulté Oui. après de trouver Oui. la source, effectivement, sur Mais ça, à malheureusement, quelle mairie il s'adresse. Oui. j'ai envie de dire qu'on a vu ce matin que Oui, tout oui, le temps, non, mais- l'administration. Après, c'est ça qui est marrant aussi, hein, si c'était trop facile. Alors, on a une grande chance quand même que là, c'est une procédure qui est aussi documentée de manière nationale, c'est-à-dire que voilà, on en garde la trace et le chercheur, voilà, fait certes un petit peu de sciences administratives, mais en tout cas, c'est bien documenté. Le parcours sera relativement clair. Et il y aura normalement une On peut source. aussi, on peut aussi considérer que c'est un réseau et que partout où on va, on fait un renvoi vers les copains, enfin je veux dire vers... Avec l'informatique, c'est un petit peu plus Oui. simple parce qu'on peut arriver progressivement. Alors, ça n'existe pas pour ce dont on vient de parler là, mais progressivement, quand même, on a des portails qui permettent facilement de pouvoir renvoyer et d'essayer de donner une vision globale, même si la conservation, du fait de la complexité de l'histoire administrative, est un petit peu plus éclatée. Et Mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait un dialogue juridiction archidépartemental. Ici, ça se passe vraiment très bien. Mais notamment, on s'était posé la question de l'assistance éducative, en disant le tribunal génère des archives sur l'assistance éducative, le conseil départemental également. C'est certain qu'il y a les rapports que nous on reçoit de l'ASE sur un dossier d'assistance éducative, il est dans les archives du conseil départemental. Donc après, c'est savoir, est-ce que ça fait doublon, et donc c'est là que le dialogue doit être fructueux et savoir est-ce que c'est le tribunal qui fournit son dossier, est-ce que ça a plus d'intérêt pour le mineur d'aller rechercher un rapport ASE qu'avoir une décision de justice. Donc voilà, après c'est voir ce qu'on en fait derrière. Et c'est vrai, je l'avais noté mais je ne l'ai pas dit, il y a des réformes sur la DUA. Donc là par exemple on n'a pas eu de dernière instruction depuis la réforme de la LPJ sur l'exclusion des juridictions, hein, mais on a une circulaire encore qui est TI, un tribunal d'instance. On a des circulaires qui se remettent un petit peu à jour sur le tribunal de grande instance. Et parfois, on a des instructions qui demandent en juridiction de reprendre les boîtes. Donc autant vous dire que c'est... Je sais. des moyens pour ça. Et alors, quand on a des réformes qui nous réduisent le délai de DUA, là, on est super content parce qu'on se dit, d'un seul coup, on va pouvoir détruire 5 ans et ça va nous faire de la place. Là, c'était une prolongation, oui. Voilà. Et puis après, il y a toutes les questions qu'on a abordées mais qu'on n'a pas fini, par exemple sur les dossiers de tutelle majeure. Est-ce que ça a une utilité, un dossier de tutelle majeure pour un usager? Alors c'est vrai que l'instruction dit 10 ans après que le dossier soit terminé. Bon, on a un dossier de tutelle majeure, ça peut être très volumineux, mais on a du coup des mètres linéaires au centre de pré-archivage de Camon sur cette procédure de protection des majeurs. On y va très rarement parce qu'en fait, au bout de 5 ans, après que le dossier soit terminé, normalement, il n'y a plus de procédure possible pour contester un dépôt de compte. Bon, voilà, donc ça, c'est des discussions. Je sais qu'il y a peut-être des circulaires qui vont sortir à un moment donné. Ça met du temps, mais on va y arriver. Voilà. Normalement, avant l'été, on devrait avoir une circulaire modificative là-dessus qui vous permettra de compenser les allongements de la précédente où on a été obligé de suivre. Comme je l'ai indiqué, on n'a pas pu faire autrement que de suivre l'allongement des durées de prescription. Et on a été obligé d'adapter en fonction de ça. Là, mais quand on a des réformes vraiment qui induisent de reprendre toutes les boîtes, d'ouvrir les boîtes, de faire un tri selon le contentieux, c'est vrai qu'en juridiction, si on n'a pas de moyens supplémentaires pour ça, c'est quelque chose qu'on met de côté clairement.
clairement, je ne pourrais pas vous le dire. Mais... Bah non, mais je suis pas naïf, je le sais bien, et même dans les documents d'adaptation, on avait dit que c'était pas forcément obligatoire, sauf que dans ce cas-là, ça veut dire conserver tout très longtemps. En fait, on a été nous-mêmes, je le dis toujours sur cette circulaire, comme les délais ont été allongés, on a été obligé de redétailler, mais justement pour essayer de permettre au moins à l'avenir, pas forcément sur les stocks, mais au moins à l'avenir, de ne pas conserver toutes les archives très longtemps, puisque c'est une minorité d'affaires graves qui nécessitent les durées de conservation les plus longues. Et effectivement, nous, on était face à un dilemme, parce qu'on savait bien que soit on ne faisait pas faire de tri, mais dans ce cas-là, tout devait être conservé trop longtemps, enfin assez longtemps, soit on demandait un tri pour permettre que la masse puisse être détruite, enfin, ou triée, mais dans ce cas-là, on savait qu'on impliquait une action de tri. Pas trop et je crois pas qu'on ait trouvé la bonne solution, quoi. Enfin, c'est plutôt, il n'y avait pas de bonne solution, il n'y avait que des solutions moins pires. Mais rassurez-moi, il y a quand même quelque chose qui, du coup, attestera de tous les événements qui se sont produits. Oui, parce qu'on parle beaucoup de destruction, oui, mais... Voilà, mais oui, oui. Non, parce désolé. que sinon, ça pourrait donner l'impression qu'à certaines époques, il s'est passé beaucoup plus de choses qu'à d'autres. Enfin bref, On aura beaucoup. non, Non, ça. Okay. Non. On a des procédures qu'on doit conserver, et notamment les minutes en général, c'est vraiment notre faux documentaire qu'on conserve. Après, c'est vrai qu'il y a tous les dossiers de procédure en matière civile, on fait 5 ans après la fin du dossier, mais pour autant on garde la minute, donc on garde quand même le jugement. Les jugements en matière civile sont beaucoup plus détaillés qu'en matière pénale. Donc une des analyses qui avait été faite il y a maintenant déjà une grosse dizaine d'années, c'était de dire qu'effectivement ce n'était pas nécessaire de garder l'ensemble du dossier. Il y a quand même des dossiers en matière civile qui peuvent être conservés dans des secteurs spéciaux particuliers, un peu mais un petit peu. Il y a effectivement quand même tous les jugements du coup qui sont conservés. Alors maintenant, je l'ai dit, pour certaines affaires, peut-être vraiment de très faible importance, on va peut-être commencer à pas tout conserver, mais la majorité des affaires sont conservées. Au pénal, il y a des échantillons de dossiers, tout est conservé au niveau criminel, tous les dossiers de cour d'assises, vous avez le dossier de procédure intégrale qui est conservé. On va dire que plus vous descendez dans l'importance, plus l'échantillonnage est important. Mais même pour du contraventionnel 5e classe, alors ça fait un débat lors du groupe de travail, on insistait pour avoir tout de même un échantillon, pour quand même avoir un exemple de ce qu'était la petite délinquance, voilà. Même si on trie drastiquement. Non, il y a en fait une masse d'archives, une grosse masse d'archives à exploiter pour les historiens de demain, même à mon avis beaucoup plus que tout ce qu'on a vu de traces, voilà, sauf peut-être l'exception du Parlement de Paris qui a été évoqué ce matin, mais qui est une masse considérable même pour la période de la Renaissance, mais sinon je pense qu'avec les systèmes d'information en plus, on est plutôt dans une très bonne représentation que pas assez. Peut-être pour compléter ce que tu as dit Antoine, parce que voilà, c'est encore dans les stocks de la protection judiciaire de la jeunesse, on a en attente de versement, mais voilà, les collègues y travaillent, l'ensemble des dossiers jeunes depuis 45, en intégralité. Ça c'est beau, hein. Ça c'est oui, c'est beau. Ça serait très très beau. Voilà. Pas de désherbage, hein. Non, il n'y en aura pas. Je voulais poser la question en ce qui concerne le secteur habilité précisément. Oui. Et est-ce que les dossiers des associations sont remontés? Alors, normalement, ce sont des archives publiques. Ça, on va dire que c'est encore un petit peu plus loin, mais je dois dire qu'on a eu un effet intéressant en administration centrale, c'est qu'en fait, paradoxalement, du fait de l'application du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, qui normalement va plutôt vers le sens du droit à l'oubli, certaines fédérations de ces associations sont venues nous voir en disant on est censé se mettre à jour, qu'est-ce qu'on doit faire? Du coup, c'était intéressant parce qu'on a pu leur redire attendez, pour ce qui est des jeunes que vous accueillez sur décision de justice, ce sont des archives publiques, vous devez appliquer le code du patrimoine, vous ne pouvez pas les éliminer. Du coup, on leur a redit vous avez une circulaire à appliquer et tout. Mais je laisserai la parole pour savoir si c'est appliqué, mais je pense qu'il y en a quand même qui le c'est appliqué, et alors je sais que tu es sensible à l'association Yves Lefebvre, et voilà, l'une de nous 4 au service aide aux administrations travaille de manière très très régulière, très pointue avec l'association Yves Lefebvre pour organiser... Son directeur de la logistique et du développement. Voilà, pour organiser l'archivage. Donc oui, ça, c'est oui. des choses qui sont prises en considération. Enfin oui, je pense que ça se pose aussi dans d'autres secteurs associatifs. Mais la question s'est posée avec le greffe sur l'assistance et de la éducative. confidentialité des données et autres. Il faut être extrêmement vigilant. Oui, mais il y a aussi, comme le disait Hélène, sur le travail sur l'assistance éducative, oui. où il y a eu, alors il y a à la fois la pression sociale, sociétale même, qui Bien a sûr, fait que les choses ont changé, et l'examen pointu que l'on a fait grâce à l'expertise d'Hélène, in situ, sur pièce, au tribunal, pour effectivement prendre en considération que les dossiers
du tribunal était quand même extrêmement intéressant et n'était pas redondant, en tout cas pas uniquement redondant avec les dossiers de l'ASE qu'on conserve par ailleurs. Donc voilà, donc cette mémoire-là individuelle des jeunes notaires est conservée.